Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Monsieur Quinet. Donc on va continuer sur la partie plus futuriste, on va dire comme ça, ou pas, puisque effectivement on va parler métavers, hein, on va parler métavers, puisque ça fait beaucoup parler de soi également. On entend blockchain, on entend crypto-monnaie, on entend NFT. Bon voilà, de quoi s'agit-il exactement? Comment tout cela fonctionne-t-il? Est-ce que c'est une évolution inévitable? Est-ce que le public est prêt pour ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des perspectives concrètement à l'heure actuelle pour le secteur du tourisme? Donc pour cela, Monsieur Harold Quinet nous fait le plaisir d'être avec nous, donc CEO et cofondateur de BeBlockchain, consultant spécialisé en nouvelles technologies blockchain et Web 3.0 depuis 2017. Donc Harold est chroniqueur aussi spécialisé sur LN24, conférencier sur tous les sujets donc comme les NFT, les métavers, et il est avec sa société donc BeBlockchain co-initiateur du cluster wallon WildChain qui se consacre au développement, à la production et au déploiement de produits et services liés à la blockchain. J'espère que j'ai pas fait de faute. C'était parfait. Parfait. Voilà, je laisse la parole. Voilà, merci pour l'introduction. Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je suis Namuro aussi, donc c'est cool. C'est un événement juste à côté de chez moi, c'est toujours intéressant. Moi, je vais vous parler de Web3, Metaverse, blockchain aussi. Alors, premièrement, je prends un petit peu la température. J'aime bien un petit peu savoir qui j'ai en face. Qui ici connaît un petit peu ce que c'est la blockchain, le Web3, les NFT peut-être? Un petit peu, pas beaucoup, ouais, quand même. Hein. On voit que ça évolue. Il va y avoir du monde. Donc voilà, est-ce que vous comprenez un petit peu les enjeux de ces nouvelles technologies ou pas du tout? Vraiment pas du tout. C'est plutôt pas du tout, je crois. C'est pas grave, on est là pour ça. Donc je vais essayer, en tout cas, moi ici, bah, ça je pense qu'on peut passer, vous avez compris un petit peu ce que je faisais. On va commencer par un petit glossaire pour essayer de mettre tout le monde à niveau sur les petits termes de jargon du Web 3. Web 3, vous l'aurez compris, qui englobe un peu tout. Donc on va commencer avec le socle protocolaire. C'est déjà des petits mots un peu compliqués, mais en gros la blockchain, moi je peux comparer ça, on peut comparer ça au TCP/IP d'Internet. Ça ne vous parle pas non plus, j'imagine, mais c'est pas grave. En fait, vous l'utilisez tous les jours, c'est l'Internet. Avant, c'était des petits réseaux isolés, et pour qu'ils communiquent ensemble, ils ont mis en place ce qu'on appelle le TCP/IP, qui est devenu un standard de communication entre ces différents réseaux, et ça a donné naissance à Internet. Et en fait, la blockchain, c'est un nouveau protocole qui vient au-dessus d'Internet, qui va permettre certaines choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, et qui révolutionne un petit peu la manière dont on échange les informations et on stocke les informations sur Internet. Donc ça, c'est la partie blockchain. La partie Bitcoin, en gros, c'est la première application de la blockchain. Ça, Bitcoin, quasi tout le monde connaît ici, non? Voilà. En bon, en mal, on peut en parler par la suite, mais voilà. Donc Bitcoin, en gros, c'est une monnaie qui est utilisée sur un registre distribué qui s'appelle la blockchain. Je vais vous expliquer un peu plus en profondeur après. Ensuite, on a les crypto-monnaies, on en entend de plus en plus parler. Ce sont des unités de valeur qui permettent d'échanger de la valeur sur des réseaux décentralisés blockchain. Encore une fois, je vous expliquerai un peu plus en profondeur. Les NFT, ce sont, de nouveau sur la blockchain, ce sont des bouts de code qui permettent de gérer la propriété numérique. Je vous expliquerai encore aussi en détail. Et enfin, le Web3, ça rassemble un petit peu toutes ces nouvelles technologies dans ce qu'on appelle le Web3, donc qui est en somme la suite du Web2, hein, c'est tout à fait logique. Et ça, je vous expliquais en fait la grosse différence entre le Web2 et le Web3. Et on va terminer par le métaverse avec ce qu'on appelle l'Internet 3D. Bon, après, il y a plusieurs définitions autour du métaverse. Bon, j'ai la mienne aussi, je vous partagerai plutôt la mienne. Et parce que j'ai une conception de open metaverse. On parlait d'open tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. C'est réellement open. Alors, commençons dans le dur, dans le plus abstrait pour remonter vers des applications plus concrètes. Je fais ça pour que vous compreniez bien les enjeux de ces nouvelles technologies et surtout le nouveau paradigme, la nouvelle manière de réfléchir par rapport à ce nouveau concept. Donc la blockchain, au final, c'est quoi? C'est une technologie de base de données qui est distribuée. Et cette base de données, en fait, elle va permettre d'échanger de la valeur entre utilisateurs partout dans le monde de manière quasi instantanée et ultra sécurisée et de manière transparente. Voilà. C'est tous des mots un peu mis comme ça, plip-plop, mais dans le code, c'est très intéressant. Parce que ça va vous permettre d'avoir une certaine confiance et une certaine transparence dans vos échanges sur Internet. Alors pourquoi transparence? Tout simplement parce qu'en fait, la blockchain, c'est un registre où on va inscrire tout l'historique des échanges, que ce soit des transactions dans le cas de Bitcoin, mais ça peut être des échanges d'images,
des éditions de documents Google Doc, etc. Vous pouvez imaginer plein de choses. Et tout le monde peut participer à la validation de cette modification de la base de données. Ça veut dire que c'est donc distribué, transparent, et ça permet d'avoir de la confiance parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui peut censurer, qui peut modifier l'historique des transactions, etc., qui peut quelque part un peu tricher. Donc ça, c'est très important comme concept, parce que c'est vraiment le socle de tout le reste. On va permettre de l'automatisation dans les échanges entre utilisateurs. Donc ça, justement, vous allez voir un petit peu les applications aussi dans le tourisme notamment. Et donc, comme je le disais, suppression de tiers de confiance. Donc, je vais directement switcher sur le Bitcoin, qui lui a supprimé le tiers de confiance que sont les banques, les institutions bancaires, fintech, etc. Et qui permet en fait de s'échanger de l'argent directement de pair à pair. Donc, quand vous faites un ordre, quand vous envoyez de l'argent à un ami, en général, vous envoyez un ordre à votre banque qui va envoyer l'argent à la banque de votre ami. Et votre ami va pouvoir consulter son solde. Dans le cadre du Bitcoin, on va se passer de la banque, on va passer directement par un réseau. C'est un peu comme si on échangeait un billet de banque de main à main. Et ici, on passe par un réseau, il n'y a aucun intermédiaire qui peut commencer à soit censurer cette transaction, soit modifier les comptes. Par exemple, on parle de shadow banking, je ne sais pas si les détails, mais entre les banques, il se passe beaucoup de transactions, on n'est pas au courant de ce qui se passe, blanchiment d'argent, etc. Je ne sais pas les détails, mais c'est assez intéressant à creuser. Et le Bitcoin a été créé justement aussi pour ça, pour avoir une monnaie échangeable partout dans le monde, une monnaie libre qui n'est non censurable. Après, on aime, on n'aime pas, chacun se fera son avis, mais après, d'abord creuser, comprendre la technologie avant d'avoir un avis tranché. Alors les NFT, donc ça je pense qu'on en a tous entendu parler, surtout en 2021-2022, donc ça a fait le buzz, il y a eu beaucoup de hype autour de ça, beaucoup de projets qui sont arrivés d'un peu n'importe où, partout dans le monde, qui ont fait des sommes incroyables au niveau de leur vente. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les NFT? Pourquoi c'est si intéressant? En fait, Internet, il faut savoir que tout est copiable, hein, en général. Vous avez un JPEG, une image, une vidéo, vous copiez, vous renvoyez ça à une autre personne, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de piratage dans le milieu de la musique, le milieu de tout ce qui est audiovisuel, etc. Mais ici, un NFT, en fait, ça va permettre de recréer de la rareté dans Internet, où tout est abondant. Et en fait, vous allez pouvoir, par exemple, acheter une œuvre d'un artiste et être le seul détenteur, parce que dans ce grand registre, souvenez-vous de la blockchain, il sera inscrit dedans que vous avez acheté l'œuvre de tel artiste et vous êtes le propriétaire. Et il y a plein d'autres applications que l'art, hein. Donc l'art, c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans les médias. On a aussi tout ce qui est par exemple gaming. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais quand vous jouez à World of Warcraft ou des choses comme ça, ou Fortnite, souvent vous achetez par exemple un avatar spécifique, vous achetez un équipement. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous achetez du code qui appartient à la société, par exemple Epic Games pour Fortnite, qui a designé l'équipement pour vous. Et ici, dans le cadre d'un NFT, quand vous allez acheter par exemple un skin qu'on appelle ça, donc un avatar, ou une arme, un équipement, ou même une compétence dans un jeu, vous serez le seul détenteur et personne d'autre pourra vous voler cette compétence. Et ça, c'est pour plus tard, quand les jeux vidéo et les métaverses vont pouvoir communiquer entre eux, pour utiliser votre équipement de tel jeu pour un autre jeu, etc. Ça sera vraiment comme vraiment un bien que vous possédez, digital, mais que vous allez pouvoir utiliser un peu partout dans tout ce métaverse qui va arriver. Alors dans l'immobilier aussi, on a l'immobilier virtuel où on achète des parcelles. Bon, il faut comprendre ça comme en fait une régie publicitaire, hein. Donc vous avez ces mondes virtuels, vous allez acheter une parcelle comme un immobilier, hein. Vous achetez une parcelle, je sais pas moi, à Bruxelles, ce sera plus intéressant qu'en pleine campagne. Mais les prix montent du coup parce qu'il y a une certaine visibilité. Le métaverse, c'est pareil. Donc, il y a des quartiers où il y a plus de monde que d'autres, parce qu'il y a certaines marques qui se sont déjà installées dans le métaverse. Et vous aurez une certaine audience si vous achetez une parcelle là et que vous faites un petit bâtiment en 3D de Samsung, etc., de votre marque. Il y a aussi tout ce qui est gestion de membership, gestion d'accès, etc. Donc, en fait, un NFT, vous pouvez détenir ça dans votre portefeuille numérique et ça va vous donner des avantages. Donc, c'est un peu comme un abonnement. Vous détenez un objet, enfin ce NFT numérique dans votre wallet, ça va vous permettre d'accéder à certains services, par exemple. Alors du coup, les cryptos, bon, voilà, vous connaissez le Bitcoin, peut-être l'Ether, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Mais en fait, on dénombre plus de 20 000 crypto-monnaies
Bon, il y en a beaucoup plus parce que tous les jours, il y en a des nouvelles qui sont créées, parce que maintenant, c'est très facile de lancer sa propre crypto-monnaie. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà pas mal de domaines d'application. Donc, rappelez-vous, une crypto-monnaie, c'était quoi? C'est une unité de valeur qui permet d'échanger de l'information de la valeur sur un réseau blockchain décentralisé. Et donc, ici, on le voit, bon, évidemment, les premières applications de crypto-monnaie étaient évidemment fort spéculatives, avec tout ce qui était exchange, donc ce sont des bourses d'échange, en fait. On va faire du trading entre le Bitcoin et le dollar, par exemple. Tout ce qui est portefeuille, donc portefeuille comme si c'était un compte bancaire en fait, on va pouvoir envoyer et recevoir de l'argent. Il y a aussi des plateformes qui permettent du prêt en crypto-monnaie. Il y a aussi tout ce qui est gaming NFT comme je l'ai expliqué. Et alors la DeFi, c'est littéralement la finance décentralisée. Donc il faut imaginer tous les services bancaires mais de manière protocolaire. Donc il n'y a plus de banque derrière. C'est en fait du prêt de gré à gré par exemple entre personnes. Et c'est le protocole qui va gérer les interactions entre les utilisateurs. Donc voilà, ça c'est la DeFi, ça a explosé en 2021, ça continue à se stabiliser et pour l'instant on est vraiment dans la phase merge, enfin la rencontre entre le métaverse et le Web3. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Web3? Donc le Web 1, je pense ici qu'on l'a tous à peu près connu, particulièrement des personnes jeunes, mais le Web 1 en gros c'était les pages Yahoo, etc. à l'époque. C'était consultatif, vous aviez un site internet, vous lisiez des informations et ça s'arrêtait à peu près là. C'était un peu comme un bottin, on cherchait une information, on la trouvait et c'est tout. Le Web 2, on a Read and Write. Write, c'est l'arrivée des réseaux sociaux avec Facebook, les forums, les blogs. Et à ce moment-là, vous avez pu commencer à créer du contenu. Donc que ce soit des images, que ce soit des posts dans un forum, un blog, voilà, vous pouvez interagir avec le contenu visuel. Ensuite, le Web 3, on arrive à un step encore plus loin où vous pouvez non seulement créer du contenu et en plus être propriétaire de ce contenu. Vous pouvez acheter du contenu aussi et être propriétaire de ce contenu. Donc souvenez-vous, NFT, en fait, c'est gérer la propriété sur des objets numériques. C'est exactement ça le Web 3. C'est par exemple quand vous êtes sur Facebook, enfin maintenant c'est Meta, mais je l'appelle quand même toujours Facebook. J'arriverai toujours pas à faire la transition. Et donc quand vous faites un post avec une image, avec du contenu écrit, etc., ça appartient à Facebook. Même le regarder dans les conditions générales, les images, c'est Facebook qui les détient. Avec le Web 3, vu que c'est la blockchain derrière qui va exécuter les échanges entre utilisateurs, quand vous allez uploader, télécharger une photo, une vidéo, etc. sur un réseau Web 3, enfin sur une application Web 3 plutôt, vous allez être détenteur de ce contenu numérique. Et vous allez décider à qui vous voulez partager ce contenu. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire qu'on peut imaginer dans le Web 3 des services comme Google, comme Amazon, comme Facebook, etc., mais totalement décentralisés et qui appartiennent aux utilisateurs. Donc il faut imaginer en fait, les services du Web 3 tombent un peu dans le domaine public. Et vous allez, ça va juste être un code qui va s'exécuter, tout le monde va pouvoir participer à ce code, et vous allez échanger des informations, de la donnée, etc., de manière sécurisée, transparente, et vous allez détenir ces informations-là. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ça, ou pas du tout? J'entendais, c'est déjà pas mal. Donc c'est la suite logique aussi de l'ubérisation des services. Donc là, on va dire que par exemple Airbnb, vous pouvez mettre en location votre appartement. Airbnb est toujours un intermédiaire dans la dialectique. Il faut imaginer un Airbnb sans société Airbnb, mais plutôt comme une coopérative qui est représentée par tous ses utilisateurs. Et ça, ce sera intéressant aussi pour le tourisme, vous verrez juste après, parce que ça va permettre de couper les coûts des intermédiaires. Alors, on arrive enfin au métaverse, slash Internet 3D, on peut le définir un peu comme on veut, mais en gros, bon, c'est un terme qui existe déjà depuis 1992 avec Snow Crash par Neil Stephenson, qui en gros était une dystopie où dans le futur, les gens, le monde réel est tellement décevant et tellement dangereux que les gens finalement vivent dans un monde virtuel. Je passe les détails. Bon, ça c'est l'aspect très dystopique du métaverse. Mais en gros, on peut définir ça comme une réalité tridimensionnelle, donc un peu comme les jeux vidéo, hein, tout simplement, qui offre une expérience immersive dans son propre espace-temps avec ses propres règles. Alors, là où c'est important à comprendre, c'est que contrairement à un jeu vidéo, on va faire une partie, on l'arrête, on peut stopper la console, le monde n'existe plus, entre guillemets. Ici, avec un métaverse, on a une notion de persistance. Si je vais dans un métaverse et que je détruis, je ne sais pas moi, une voiture, si personne ne la répare, elle sera toujours détruite quand je vais y retourner. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours son espace-temps continu. Ça peut être un monde photoréaliste,
un peu comme Matrix, hein. Matrix, voilà, c'est une sorte de métaverse, bon, très dystopique aussi pour l'histoire, mais ça peut être aussi, par exemple, un monde de chevaliers, un monde dans le Moyen-Âge, il y en a qui veulent vivre dans le Moyen-Âge, des choses comme ça, et il y aura son propre espace-temps, ses propres règles, etc. On peut même imaginer un métaverse où il n'y a pas de gravité, où on se balade un peu comme on veut. Donc l'imagination est débordante dans ce genre de système. Du coup, massivement accessible. Donc Fortnite, pour ceux qui connaissent, c'est déjà un peu quelque part un métaverse. C'est une plateforme qui permet de jouer en réseau avec énormément de joueurs. Je pense qu'on est à plus de 300 millions de joueurs. Et ils ont par exemple fait un concert, je ne sais plus, c'était Travis Scott, je pense, qui a attiré des millions, vingtaines de millions de spectateurs. C'est quand même énorme et tout le monde a pu profiter du spectacle dans ce monde virtuel. Alors on parle de réalité mixte parce qu'on parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Alors la nuance est virtuelle, c'est un monde totalement inventé. Mettez un casque VR, vous êtes plongé dans un univers totalement numérisé. Tandis que la réalité augmentée, par exemple, je vais mettre des lunettes, comme par exemple les fameuses Ray-Ban qui vont arriver avec Meta, ou anciennement les Google Glass mais qui n'ont pas bien fonctionné. Et vous allez avoir une couche graphique en plus sur la vie de tous les jours. Donc imaginez, vous êtes en plein Manhattan, vous mettez votre GPS pour trouver un endroit. Au lieu de regarder votre téléphone, vous allez avoir dans une image, une couche graphique en plus sur vos lunettes qui va vous dire, ben voilà les petites flèches à suivre pour aller jusqu'à l'endroit, quoi. Donc c'est le genre de choses qui seront possibles. Et c'est pour ça que donc on parle de réalité mixte, on parle de XR en général, donc pour mélanger un peu toutes ces nouvelles technologies. Connectivité sociale et économique. Donc sociale, je l'ai déjà expliqué, c'est un peu le même modèle que Fortnite. Et économique, l'intérêt là-dedans, c'est de pouvoir échanger de nouveau de la valeur et de l'information dans ces écosystèmes-là. Et quoi de mieux que d'utiliser des crypto-monnaies qui sont en fait indépendantes de tout le système financier traditionnel et qui vont être programmables. Donc, pourquoi il y a autant de crypto-monnaies? Parce qu'il y a une raison, c'est que chaque crypto-monnaie a un code qui va s'exécuter en fonction du projet sous-jacent. Je m'explique. Donc, par exemple, vous allez créer une crypto-monnaie dans un métaverse pour pouvoir, je sais pas moi, vendre des œuvres d'art, des choses comme ça. La crypto-monnaie va pouvoir être adaptée à cet environnement. Donc, chaque crypto-monnaie est programmable et elle va s'adapter à son cas d'usage. C'est pour ça qu'il y en a tellement qui existent, parce qu'on peut imaginer une crypto-monnaie pour le tourisme, pour l'art, une crypto-monnaie pour les voitures, enfin voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage. Et du coup, distribuer, et c'est là où c'est plutôt la vision qui devrait s'imposer, selon moi, du métaverse. Et c'est pour ça que je vous propose ici une petite comparaison entre Meta, donc Facebook, Meta, et tout ce qui est Open Metaverse. Donc, Meta, donc Facebook, quand il a annoncé qu'il allait s'appeler Meta, qu'il allait engager énormément de personnes pour construire cet Internet 3D avec sa propre définition, beaucoup de gens se sont opposés à cette vision. Et du coup, les Open Metaverse, qui existent déjà depuis un certain temps, par exemple, Decentraland, pour ceux qui connaissent, existe depuis 2017. On avait aussi Second Life, qui était un jeu en 2013 déjà quand même, même 2006, je ne sais plus. Donc existait déjà. Et Meta est arrivé avec ses grands sabots et a dit, ben voilà, moi maintenant je m'appelle Meta et je vais faire du métaverse. Et du coup, il a un peu imposé sa vision de ce qu'était le métaverse, qui tournait surtout autour de tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Mais c'est pas que ça. Alors au niveau des données dans Meta, les données vont appartenir à Meta. Parce que c'est un schéma classique de Web 2.0, comme Facebook, hein, vous allez créer votre avatar, vous allez faire plein d'interactions sociales dans ce métaverse, et Meta, en fait, son gagne-pain, c'est quoi? C'est vos données. Et donc, Meta va utiliser ces données pour les commercialiser. Donc, c'est assez classique au Web 2. Tandis que dans un Open Metaverse, souvenez-vous, vous allez être les seuls détenteurs de vos données, elles seront cryptées, et personne ne pourra y accéder sans votre accord. Du coup, vous allez générer énormément de données dans ces métaverses ouverts, mais vous serez les détenteurs de ces données. Vous pouvez soit les garder pour vous échanger avec vos amis, etc., ou soit vous pouvez les revendre à certaines sociétés, pas toutes, hein. Vous choisissez, ok, pour tel, par exemple, je fais du sport dans le métaverse, pourquoi pas, hein. Je suis un VTTiste, hop, je mets un casque pour faire du VTT dans l'Himalaya, par exemple. Je vais vendre mes données, ça va enregistrer un petit peu toutes mes données de parcours que je fais, la vitesse, même si j'ai une montre connectée, mes données de santé. Je vais me dire, ok, je veux bien partager de manière anonyme mes données à un institut sur la recherche contre le cancer, des choses comme ça. Donc tout ça, ce sera faisable, mais de manière anonyme aussi. Parce que si c'est anonyme dans un milieu Web 2, vous ne savez jamais trop ce qu'ils font de vos données. Tandis qu'ici, vous êtes détenteur de vos données, donc vous savez ce que vous partagez aussi. Et en général, dans le Web 3,
vous, votre identifiant, c'est votre portefeuille en fait. C'est comme un peu un compte bancaire. Tant que vous ne savez pas quelle est l'identité derrière, vous ne saurez pas qui est derrière ce compte. Du coup, évolutivité. Donc, dans le cadre de Meta, ça dépend des capacités de la société Meta à se développer. Si par exemple la société fait faillite, ben, tout ce que vous avez construit dans le métaverse risque de s'effondrer avec la société. Donc c'est comme les réseaux sociaux. Au final, passez beaucoup de temps à créer du contenu sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais si un jour vous êtes bloqué, je ne sais pas moi, imaginons vous êtes en Russie, vous avez fait un compte Instagram et du jour au lendemain, Instagram, lui qui est basé aux États-Unis, va couper votre accès. Vous aurez fait tout ça pour rien. Tandis que dans le Web 3, personne ne pourra censurer, bloquer les accès, etc. C'est un monde qui est libre. Et du coup, pour revenir un petit peu donc à l'évolutivité, les Open Metaverse, il n'y a pas une seule entreprise derrière. Il y a toute une communauté. Vous n'êtes pas obligé évidemment de travailler à la construction de l'Open Metaverse. Vous pouvez juste en profiter. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez construire. Vous pouvez aussi participer à héberger un morceau du code du Metaverse et avoir une machine à la maison qui tourne et qui permet de faire fonctionner l'application. Donc c'est plus des serveurs qui sont centralisés chez un prestataire, c'est tout le monde ici qui peut participer à ces nouveaux mondes qui sont distribués, décentralisés. Au niveau de l'économie, c'est très intéressant aussi, parce que dans le cas du Web 2 et donc de Meta, on a une structure qui est bottom-up. Donc vous allez, vous, utilisateurs, générer de la valeur avec vos données, etc. Et l'argent, la valeur va remonter vers Meta, donc les actionnaires, etc. Parce que c'est pour ça qu'ils investissent dans ce genre de société. Tandis que dans l'Open Metaverse, au départ d'un projet, en général, ils font des levées de fonds style crowdfunding. Ils vendent en fait leur propre crypto-monnaie qui va servir à utiliser leur métaverse ou leur service, etc. Et du coup, même la valeur, le capital, en fait, la valeur, on va dire, la valeur, on va dire monétaire, mais financière plutôt, d'un Open Metaverse, est répartie entre tous les utilisateurs. Bon, ceux évidemment qui auront investi dedans, et aussi les utilisateurs qui vont créer de la valeur. Parce que la valeur, elle ne va pas être créée de manière bottom-up, mais elle sera distribuée. Si vous vendez de l'art dans un métaverse, ben, il n'y aura pas d'intermédiaire, ce sera vous qui allez vendre votre art directement aux différentes personnes. Et ça fonctionne pour, par exemple, si vous créez un jeu dans un métaverse, c'est la même chose aussi. Après, vous pouvez, si vous voulez, avoir des schémas avec des intermédiaires. Ça, c'est un monde libre, vous faites ce que vous voulez. Et au niveau de la gouvernance, ça c'est très intéressant aussi. Dans le cadre du Web 2, ben, en général, la gouvernance est fort centralisée. Évidemment, il y a de la consultation par rapport aux utilisateurs pour évoluer le service. Mais dans un Open Metaverse, on parle de DAO. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de DAO? C'est un peu plus spécifique. Une DAO, en gros, c'est Decentralized Autonomous Organization. C'est un peu comme une coopérative, si vous voulez, mais protocolaire. Donc, c'est un code qui va gérer les décisions, donc les propositions et les prises de décision d'une communauté. Donc, en fait, voilà, il y a un socle protocolaire, c'est open source, souvenez-vous, tout le monde est d'accord pour les règles du jeu. Et on va avoir un système, ben, en tant qu'utilisateur, je veux proposer une évolution du métaverse, par exemple, ou d'un service Web3. Je vais pousser ma proposition dans la DAO et tous les autres utilisateurs vont pouvoir, soit dans un premier temps, upvoter pour que ma proposition ressorte du lot et soit intéressante, et après, finalement, faire un vote sur est-ce qu'on adopte cette résolution ou pas. Donc c'est vraiment un système de démocratie participative directe. Et ça, par rapport à tout ce qui est politique et tout ça, ça va faire bouger beaucoup de choses, mais c'est très dur pour l'instant. Bon, c'est pas encore au point au niveau technologique non plus, parce que bon, c'est encore très utopiste de se dire qu'une organisation va pouvoir fonctionner uniquement avec ses utilisateurs. C'est pour ça qu'en général, les projets commencent de manière un peu plus centralisée et se dirigent vers une décentralisation de plus en plus poussée, quoi. Et donc, moi qui vis dans plusieurs DAO, c'est très intéressant parce que tout le monde a son mot à dire et ça permet de vraiment être participant à l'évolution de tous ces services, quoi. Et donc, si on croit en l'intelligence collective, c'est intéressant. Hop. Oula. Petite accélération. Application dans le tourisme, du coup. Bon, on arrive enfin à notre sujet. Mais j'espère que c'est plus ou moins clair pour tout le monde. Je sais que c'est beaucoup d'informations à assimiler dès le début, mais ça permet de comprendre après les applications qu'on pourra avoir dans le tourisme. Alors, il y a sans doute plus de points que ça, mais je me suis limité vraiment à ces 3 points-là. Donc, tout ce qui est art NFT. Donc, le NFT, vous l'avez bien compris, permet non seulement d'avoir la propriété sur des objets numériques, mais aussi dans le physique. Vous le verrez, j'ai un exemple après. Mais aussi tout ce qui est fidélisation. Donc, imaginez, vous avez un bon client dans le tourisme, vous êtes une agence de voyage ou autre. Vous allez pouvoir distribuer des NFT à ces personnes-là pour les identifier comme personnes, comme clients fidèles.
Et au fur et à mesure, vous pouvez faire de la gamification, c'est-à-dire que plus la personne est fidèle, plus elle commande des voyages avec votre agence ou co-caisse, votre plateforme, elle va recevoir des NFT qui vont lui permettre de monter un peu en grade, si vous voulez, dans votre système de fidélisation. Et donc, on peut imaginer énormément de scénarios avec ça. Il y a plein de projets. Si vous voulez, après, à mon avis, je ferai peut-être un petit mailing avec une liste de projets plutôt intéressants à suivre. Et il y a aussi tout ce qui est aspect communauté. Parce que grâce à ces jetons, hein, ces NFT, ces jetons, ces crypto-monnaies, vous pouvez créer et gérer une communauté beaucoup plus facilement qu'autrement. Parce que les gens vont soit acheter vos NFT, ça vous permet aussi de lever des fonds indirectement, et les gens en fait préachètent, comme du crowdfunding, préachètent un service, un produit, et ils détiennent ce jeton qui vont pouvoir montrer à un moment donné, regardez, j'ai le jeton, donc j'ai un accès gratuit à tel événement, j'ai une réduction sur tel voyage, et ainsi de suite. Donc il y a tous des mécanismes à mettre en place. Je crois qu'on ne connaît pas encore la moitié actuellement, mais on voit déjà pas mal de tests, pas mal. Au niveau du booking, alors tout ce qui est réservation en ligne, donc parmi vous, je suis certain qu'il y en a qui utilisent pas mal de plateformes intermédiaires comme Booking.com, etc. Bon, vous avez peut-être des chiffres plus précis que moi, mais pour tout ce qui est booking et intermédiaire dans toutes ces relations clients, voyages, etc., en général, c'est à peu près 30%. Vous me direz, c'est peut-être autre chose, mais c'est les chiffres que j'ai lus. Donc, ces intermédiaires-là, ok, forcément, vous ne passeriez pas par eux s'il n'y avait pas un intérêt, visibilité, etc. Donc, vous payez quand même un service quelque part. Dans le Web 3, vous allez pouvoir vous affranchir de ces intermédiaires-là. Parce que les plateformes vont être de nouveau protocolaires et vous allez pouvoir publier vos offres de voyage, etc. sur cette plateforme qui, finalement, vous serez un petit peu un copropriétaire de cette plateforme avec les autres agences voyage. Et l'utilisateur, ce sera intéressant pour lui parce que vu vous n'avez plus vos frais de 30%, ce sera beaucoup moins, ce sera peut-être 1 à 5%, vous allez pouvoir avoir une petite carotte pour ces gens-là, pour qu'ils viennent des plateformes Web 2 ou plateformes Web 3. Vous allez leur proposer, si vous commandez chez nous un voyage, vous aurez 30% de ristourne, ou alors vous aurez carrément une crypto-monnaie qui va vous permettre d'acheter des services sur notre plateforme. Ou d'acheter, par exemple, vous faites un tour via un tour opérateur, vous aurez des cadeaux sur place, vous pourrez acheter des services, faire un tour en quad ou des choses comme ça, avec la crypto-monnaie de l'écosystème. Donc voilà, on peut imaginer vraiment énormément de choses, tout est programmable, et c'est ça qui est intéressant dans ce type de système. Et donc du coup, on en vient à l'idée de revenu sharing, donc partage de revenus. Vu que vous coupez certains intermédiaires, certains coûts, vous pouvez vous permettre de partager vos revenus avec vos utilisateurs. Comme ça leur permet d'être beaucoup plus participatifs, de vous aider aussi à développer votre système et surtout d'attirer beaucoup plus de clients, quoi. Et revenu sharing, ça peut fonctionner aussi avec vos partenaires. Par exemple, on a le cas, on est en train de réfléchir à ça pour la ville de Mons, parce qu'on met en place aussi un système de revenu sharing, où on peut imaginer, je suis un touriste, j'achète un ticket à 500 €, et dans ce ticket-là, j'aurai une visite de musée, j'aurai une visite de château, je ne sais pas, une visite de street art, des choses comme ça, avec un guide. Bah, tout ça, en fait, moi, je vais payer simplement mon ticket, mais derrière, il y a tout, l'algorithme va rémunérer tout le monde en fonction de ce qu'il a apporté. Donc, si sur 500 €, il y a peut-être 150 qui va à l'hôtel, il y a peut-être 50 qui va au musée, et ainsi de suite. Tout ça est réparti directement, instantanément, dès l'achat du ticket. Et ça, on peut imaginer ça dans plein d'autres choses, hein. Nous aussi, on travaille dans l'événementiel. Imaginez, moi, je veux booker David Guetta à mon festival, mais je n'ai pas la liquidité pour ça. Ce que je vais proposer à David Guetta, je te paye 30% de ton cachet, et le reste, tu vas toucher X% sur les ventes de tickets. Et à chaque fois que je vends un ticket, il touchera l'argent en temps réel. Et de nouveau, de manière très transparente et de manière très sécurisée. Alors, au niveau de l'immersion maintenant, donc là, on commence à merger le Web3 vers tout ce qui est métaverse, AR, VR. Et donc, on peut imaginer, et ça a été le cas surtout pendant le Covid, c'était de pouvoir permettre aux gens de faire des visites virtuelles. Notamment, il y a un musée très connu à New York qui a permis ça, qui a survécu à la crise grâce à ça aussi. Ils ont vendu des NFT, etc. Il y a aussi le fameux Hermitage, le musée Hermitage en Russie, qui vend aussi des NFT. Et donc, on peut imaginer visiter des musées à l'autre bout du monde, à partir de chez soi, de manière ultra réaliste, et vous vous baladez dans le musée, vous pouvez même acheter des œuvres, pourquoi pas, zoomer sur des œuvres, avoir du storytelling autour des œuvres. Et donc, ça permet vraiment d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire dans le monde physique, on va dire. Bon, attention qu'il y en a qui préféreront toujours aller voir les œuvres physiques en vrai, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut penser aussi, par exemple, aux PMR, les personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent malheureusement pas faire ce genre de choses,
Et là, elles vont pouvoir avoir une fenêtre sur le monde grâce à ces nouvelles technologies. Donc ça peut être visite virtuelle en photoréalisme, c'est-à-dire qu'on va scanner un lieu et on va pouvoir se balader dedans. Il y a aussi tout ce qui est visite de monde virtuel. Donc imaginez, vous allez pouvoir visiter, j'invente, Mars par exemple. On va scanner la structure de Mars, vous allez pouvoir vous balader sur Mars. Au lieu plus tard de faire des voyages sur la Lune qui vont être très chers, on pourra peut-être faire plutôt des visites en monde virtuel ultra réaliste. Avec aussi des équipements haptiques, ça on y viendra après, qui permettront de ressentir aussi les sensations. Trop fort. Donc quelques petits exemples très rapidement. Donc Unit London, qui est un grand musée à Londres. Ce qu'ils ont fait eux, c'est ils ont fait des reproductions, ce qu'on appelle les jumeaux numériques d'œuvres historiques. Donc je pense qu'il y avait du Léonard de Vinci, il y avait plusieurs gros artistes comme ça, du Van Gogh aussi. Et ils ont vraiment fait un scan numérique de ces œuvres, mais de manière ultra HD. Et comme ça, on peut zoomer dessus, voir vraiment tous les petits traits de pinceau, etc. Et en fait, au lieu de déplacer l'œuvre, parce que ça coûte beaucoup d'argent, et c'est très risqué aussi, parce que ça, on risque toujours d'abîmer les œuvres, mais l'idée ici, en fait, c'est de pouvoir NFTiser, c'est-à-dire créer, par exemple, 10 exemplaires d'une œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a une société de gestion des droits qui doit quand même se rémunérer sur l'utilisation de son œuvre. Ils vont émettre 10 NFT de l'œuvre en ultra haute résolution, et des musées vont pouvoir utiliser cette œuvre avec un cadre numérique. Et là, en fait, c'est un cadre numérique, là, avec... après, ils ont remis un cadre en bois autour, mais l'écran, c'est un écran numérique. Et on peut même zoomer dessus et avoir du storytelling, etc. Et ça va permettre aux petits musées aussi de pouvoir exposer ce genre d'œuvre qu'ils n'auraient pas pu avant. Bon, après, on sait très bien, certains musées ont des copies. C'est la même chose ici. Ça reste une copie, c'est pas l'original, mais au moins on a une reproduction authentique et vous pouvez vraiment zoomer très loin pour observer l'œuvre. On a aussi l'autre cas d'usage donc ça c'est plus récent, le musée Hergé, qui a décidé de créer plusieurs NFT de la couverture du Lotus bleu. Donc pourquoi avoir fait ça? D'un côté, c'est embrasser un petit peu le Web 3, c'est permettre aussi d'avoir des nouvelles sources de revenus, pouvoir aussi étendre le spectre, enfin la géographie en tout cas du musée Hergé au monde entier. Et alors les collectionneurs ont pu acheter les NFT de ces œuvres. Et il y a aussi des vidéos sur le process de fabrication des planches d'Hergé, etc. Donc pour les fans, c'est vraiment intéressant et c'est du contenu unique. Et du coup, c'est aussi intéressant, le musée Hergé voulait pérenniser l'œuvre. Parce qu'à partir, je pense que c'est 2054, l'œuvre d'Hergé va tomber dans le domaine public. Et le fait d'avoir émis une quantité limitée de NFT, en fait, les NFT vont s'acheter, se revendre, etc. Et le fait qu'il y ait un second marché de ces NFT, le musée Hergé va toucher toujours des royalties, les droits voisins. Donc il y a un pourcentage sur chaque revente des NFT. Donc ça permet de pérenniser un peu l'héritage. Alors ça, c'est un projet qu'on a fait à Mons pendant la nuit des musées. C'était en octobre dernier. Donc avec ma société, on a permis à des artistes de faire leur premier pas dans le Web3 et en fait à vendre leurs œuvres, donc physiques, avec une version NFT. Alors soit la version NFT permet d'avoir donc reproduction numérique avec une augmentation par exemple. Donc, vous mettez une petite application mobile, vous scannez un petit peu votre œuvre, elle va se mettre en mouvement. Et ça va permettre d'aller plus loin dans une œuvre statique, on peut lui donner une histoire. Donc voilà, et on permettait aussi aux gens d'acheter sur place, donc directement avec l'application, ils achetaient le NFT et c'était le droit de propriété sur l'œuvre physique. Et en plus de ça, avec le NFT, ils avaient accès au fan club de l'artiste et ils allaient avoir par exemple la primeur sur les prochaines collections. Donc de nouveau, si vous vous souvenez, les memberships, les passes, on peut imaginer plein de choses avec ça. Ça c'est pour l'art. Alors du coup, ça j'en ai déjà un peu parlé, du coup j'ai pris un peu d'avance. Donc réservation en ligne. Donc là, il y a déjà pas mal de plateformes qui existent, qui sont en train de mettre en place les choses. Elles sont encore fort early. Peut-être que vous allez arriver là-dessus, vous dire ouais, mais il manque plein de choses, c'est normal, c'est encore le début. Mais ça permet déjà de faire des choses intéressantes, c'est-à-dire en fait la plateforme va agréger des offres touristiques, booking d'hôtels, etc. Souvenez-vous, c'est décentralisé, donc il y a un protocole qui est géré par des utilisateurs. Vous pouvez participer aussi à la construction de la plateforme et vous allez mettre vos offres sur cette plateforme. Et quand quelqu'un va acheter votre voyage, en fait, vous allez récupérer quasi la totalité de l'argent. Il y a des petits frais de fonctionnement de la plateforme qui rémunèrent aussi ceux qui codent, etc. Évidemment, ça ne se fait pas par magie, mais vous allez couper vos frais sur les plateformes traditionnelles. Bon, pour l'instant, il faut regarder ça, pas trop de loin non plus, mais il faut regarder ça de manière intelligente et se dire, à un moment donné, peut-être que la masse d'utilisateurs va tout doucement migrer vers ce genre de plateforme,
parce que les voyages seront moins chers, ce sera sécurisé, les paiements seront beaucoup plus simples, et vous pouvez imaginer aussi toute l'automatisation qu'il y a derrière. Donc souvenez-vous, quand vous vendez un tour opérateur vend en voyage, il y a plein de stakeholders dans un tour opérateur. Il y a différents hôtels, il y a des activités, il y a des visites. Enfin voilà, tout ça peut être pris dedans et ça va faciliter votre vie. Que vous allez vous mettre d'accord sur le schéma. Ok, tel hôtel c'est autant, tel hôtel c'est autant. Tout le monde propose une ristourne, peu importe. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord, on va utiliser ce qu'on appelle un smart contract. On va dire, ben moi, je récupère autant sur le billet vendu, ainsi de suite, tout le monde est d'accord, et en fait, tout va se faire automatiquement à chaque achat, chaque réservation. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, ça je sais que c'est assez compliqué dans le tourisme, je connais un peu moins, mais je sais que tout ce qui est refacturation, ça prend énormément de temps, savoir qui a vendu quoi, pour les plateformes, et tout ça, c'est assez compliqué. Et si tout se fait automatiquement, vous avez votre portefeuille, l'argent coule directement dedans, dès que vous vendez quelque chose. Donc du coup, On va peut-être clôturer. c'est intéressant aussi pour le ticketing parce qu'il y a, voilà, c'est très sécurisé, il y a du membership, proof of attendance, donc j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est fidélisation. Et donc très rapidement ici, donc, tout ce qui est réalité augmentée, ça va permettre vraiment une immersion pour enrichir un petit peu le monde physique. Donc avec de la guidance, imaginez vous avez un guide audio et visuel dans une ville, vous allez dire je veux prendre tel train à telle heure, mais il va vous dire où aller. Il va vous dire, attention, il y a un restaurant là intéressant, il y a une belle promotion. En plus, je sais que tu aimes les pizzas, hop, va manger là-bas. On peut avoir du storytelling, je vois un monument, hop, il va me scanner, il va me dire ce que c'est, il va me dire tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut connaître sur ce monument. On peut imaginer plein de marketing par rapport à ça. Tout ce qui est voilà, immersion historique, on peut imaginer revivre la Rome antique et se balader carrément dans Rome à l'échelle, mais à l'époque. Donc vous verrez le Colisée nickel, vous verrez peut-être même un combat de gladiateurs. On peut en fait faire du tourisme historique, si vous voulez. Et on peut imaginer, voilà, se balader dans l'espace-temps, revenir à l'époque des dinosaures et voir les dinosaures grandeur nature, quoi. On peut imaginer plein de choses. Je remets de nouveau PMR, c'est toujours intéressant. Et alors, sensation, donc ça, c'est tout ce qui est veste haptique. Donc, il y aura des gants, il y aura des vestes qui vous permettront de ressentir les sensations. Je ne sais pas si vous avez déjà connu peut-être une fois le cinéma 4D, 7D. Vous mettez des casques VR, vous voyez déjà tout ce qui se passe. En plus, le siège bouge, en plus, il y a du vent, en plus, il y a de la chaleur, du froid. Et vous sentez, moi j'avais fait un truc à Dubaï là-dessus. Il y avait une odeur de cramé et c'était un petit jet d'air comprimé sur les mollets. Et franchement, vous avez vraiment l'impression de vous faire électrocuter, donc c'est plus sympa. Ouais, c'est sympa. On sait qu'on se fait pas électrocuter, mais voilà, vous imaginez tout ce que vous pouvez ressentir, parce que votre cerveau fait le raccourci, hein. Directement, il pense que vous êtes cramé, quoi.